Bonjour ou bonsoir à chacune et à chacun. Dans ces temps de grands troubles, il faut rappeler quelques vérités d'évidence et puis mettre l'accent sur les bobos, les endroits où les gens sont malheureux. Alors, rappelons que dans une société telle que la société française aujourd'hui, il y a trois grandes catégories d'acteurs. Vous avez les acteurs du secteur public, vous avez les acteurs du secteur privé et puis les acteurs du secteur mutualiste. Alors, les acteurs du secteur public, eh bien, c'est le président de la République, c'est le gouvernement, c'est les députés, c'est les sénateurs, c'est les hauts fonctionnaires, c'est les communes, nos maires, très respectables. Nous avons les intercommunalités, nous avons la CTM. Dans l'Hexagone, ils n'ont pas encore fusionné les conseils généraux et les conseils régionaux, donc il y a encore ces agents-là, et qui ont un rôle très important, non seulement par les budgets qu'ils gèrent, mais par les lois, les décrets, les arrêtés qu'ils émettent. Je dois rappeler que le secteur public gère 57% du produit intérieur brut. 57%. Et quand vous avez un secteur public qui gère 57% du produit intérieur brut et qui en plus émet des textes, eh bien forcément, ce sous-système de l'économie française a une influence absolument déterminante sur l'ensemble du système. Alors, à part ce secteur public, nous avons le secteur privé, c'est-à-dire principalement les entreprises. Les petites entreprises où il y a une personne, comme un artisan, un charpentier, un menuisier, etc., le petit commerçant qui va au marché tous les jours ou bien tous les samedis apporter sa production. Et puis, nous avons aussi des entreprises qui emploient des milliers de personnes, soit dans un pays, soit dans plusieurs pays. Et les multinationales, évidemment, sont dans ce secteur des entreprises. Et puis, alors là, le pouvoir est détenu dans les entreprises en fonction de l'argent que possède chacun. C'est-à-dire que si vous êtes actionnaire et que vous avez 10 fois plus d'actions que quelqu'un d'autre, eh bien, votre avis va compter 10 fois plus que l'avis de ce quelqu'un d'autre. Donc le pouvoir se détient en fonction de l'argent, en fonction de la finance. C'est très important. Bon, alors quel est le but des gens qui sont dans le secteur privé? C'est de faire du profit. Alors, on doit réfléchir avec eux pour savoir comment ils assument notre responsabilité sociale, environnementale, etc. Mais l'objectif prioritaire de l'entreprise, et il faut respecter cela, c'est de gagner de l'argent en rendant service au reste de la collectivité. Et puis, le troisième secteur, qui est important aussi, parce que des grandes entreprises relèvent de ce troisième secteur, c'est le secteur mutualiste. Nous avons de grandes banques. Ces entreprises-là ont un mode de fonctionnement qui n'est pas du tout le même que dans le secteur privé, puisque le pouvoir ne se détient pas sur la base de la richesse détenue par chacun. Si vous êtes sociétaire, par exemple, d'une banque mutualiste, vous pouvez être élu administrateur, même si vous n'avez qu'une part sociale, et vous devenez administrateur de la caisse locale de cette banque mutualiste. Et si vos collègues considèrent que vous êtes capable de rendre le service, eh vous pouvez devenir administrateur de la caisse régionale de cette banque mutualiste. Et en tant qu'administrateur, vous pouvez également devenir président du conseil d'administration de la caisse mutualiste. Tout ça avec une seule part sociale détenue. Et j'ai eu l'occasion d'expérimenter dans un autre monde le fait qu'un certain nombre de dirigeants anglo-saxons avaient du mal à admettre que quelqu'un qui n'était pas riche puisse devenir président d'une banque, voire même d'une grande banque internationale. C'est pourtant la réalité, et ça c'est une chose qui est extrêmement importante quand beaucoup d'entre nous parlent d'indépendance ou d'autonomie. Eh bien, il faut se rappeler qu'il y a un vrai pouvoir économique
dans les organismes mutualistes, notamment dans les banques mutualistes, et que ce pouvoir économique est à notre portée, à condition de faire campagne, comme beaucoup font 10 fois plus campagne en politique. Il faut aller voir les sociétaires, il faut aller voir les clients, et puis faire en sorte qu'ils aient envie de vous confier des responsabilités dans l'organisme mutualiste en question. L'avenir est probablement, dans une certaine mesure, dans le monde mutualiste. Alors aujourd'hui, si vous voulez bien, on va parler du secteur public. C'est un secteur qui est extrêmement important. Vous savez que la main-d'œuvre active en France, c'est-à-dire les gens qui ont entre 16 ans et 62 ans, et donc qui ont une activité professionnelle ou qui devraient avoir une activité professionnelle, ils sont entre 28 et 29 millions de Français qui ont cet âge-là et qui sont donc en âge de travailler et qui, pour la plupart, travaillent. Parmi ces 28 ou 29 millions, disons 30 millions pour arrondir, vous avez déjà plus de 5 millions de chômeurs, de personnes qui ne travaillent pas. Ça, c'est quelque chose d'important. Quand vous enlevez les 5 millions de chômeurs, ça veut dire qu'il reste 25 millions de personnes qui travaillent effectivement. Et puis, sur ces 25 millions de personnes qui travaillent effectivement, vous avez en France 6 millions de fonctionnaires. Fonctionnaires de l'État, fonctionnaires des collectivités territoriales, etc. 6 millions de fonctionnaires. Bon. Et ce sont des fonctionnaires, ce sont des gens qui font un travail, qui sont censés faire un travail extrêmement important pour la collectivité, puisque c'est eux qui organisent la santé, la sécurité, la justice, etc., etc., etc. Donc, il est important de savoir si ces 6 millions de fonctionnaires sont des personnes heureuses ou bien si ce sont des personnes malheureuses. Si ce sont des personnes heureuses, elles ont toutes les chances de contribuer à faire un pays heureux. Mais si ce sont 6 millions de personnes malheureuses, eh bien elles ont toutes les chances, compte tenu de leur pouvoir, de faire un pays malheureux. À votre avis, est-ce que les fonctionnaires français font un pays heureux ou un pays malheureux? Je me contente de vous poser la question à vous, évidemment, de faire la réponse qui vous convient. Avant ça, un tout petit peu d'histoire. Est-ce que nous savons tous de quand date le premier statut de la fonction publique? Le statut actuel de la fonction publique date de 1946. Il a été très souvent modifié, aménagé depuis 1981-82, notamment par un ministre qui était membre du gouvernement de François Mitterrand, c'était M. Leporce, membre du Parti communiste. Mais la base du statut actuel de la fonction publique date de décembre 1946, et le général de Gaulle n'était plus au pouvoir à ce moment-là, qui était parti depuis janvier 1946, et le ministre qui a été aux manettes pour concevoir et mettre en place ce statut de la fonction publique de 1946, c'était M. Maurice Thorez, secrétaire général du Parti communiste français. Mais avant ce statut de la fonction publique de 1946, il y en avait un autre qui avait été fait pendant la guerre. Il a été fait en 1941, en septembre 1941. Il faut le savoir. Qui était aux commandes en France? Qui était aux manettes en France en 1941? M. Maurice Thorez, lui, il était à Moscou. Eh bien, c'était le maréchal Pétain. Et le ministre de la fonction publique, c'était un amiral qui a trouvé la mort d'ailleurs peu de temps après, c'était l'amiral Darlan. Et qui, en fait, dirigeait la France à ce moment-là, c'était Adolf Hitler. Adolf Hitler avait pris le pouvoir, Adolf Hitler, chancelier d'Allemagne, avait pris le pouvoir en 1933, en janvier 1933. Et l'une de ses premières décisions, en avril-mai 1933, a été de mettre
en place un statut de la fonction publique d'Allemagne, avec des dispositions tout à fait inadmissibles, notamment celles concernant les Israélites. Les Israélites n'avaient pas le droit d'entrer dans la fonction publique. Mais s'agissant d'Adolf Hitler, le chef du parti national-socialiste allemand, il faut se demander quelles étaient ses aspirations en faisant ce statut. Quelle était sa volonté? Quelles étaient ses attentes? Eh bien, la volonté, l'attente, l'aspiration d'Hitler en faisant ce statut de la fonction publique en Allemagne, eh bien, c'était de tenir l'Allemagne, c'est-à-dire d'imposer sa volonté dans l'ensemble d'un pays qu'il était en train de préparer à faire une guerre de conquête dans toute l'Europe. C'était ça l'inspiration d'Adolf Hitler en faisant le statut de la fonction publique en Allemagne en 1933. Et lorsqu'il a ordonné au maréchal Pétain et à l'amiral Darlan, l'amiral français Darlan, de mettre en place un statut de la fonction publique, eh bien, l'inspiration était exactement la même. Tenir le peuple, tenir la nation, tenir le pays et faire en sorte que la volonté venant du plus haut s'impose au plus modeste. Et c'est ce qui s'est fait. Il y avait dans le statut de la fonction publique de 1941, d'abord une autorité totale du gouvernement sur tous les fonctionnaires, mais aussi des dispositifs racistes, inégalitaires, absolument inadmissibles. Mais le fil conducteur, c'était l'autorité du gouvernement sur l'ensemble du pays et l'autorité de l'administration. Alors, lorsque, après la guerre, la France a décidé de se doter d'un nouveau statut de la fonction publique, d'abord, il y avait la volonté d'avoir quand même un statut de la fonction publique qui n'allait pas être celui de 1941, mais qui, en grande partie, reprenait la même volonté de contrôle, surtout comme Maurice Thorez venait de passer 5 ans à Moscou et qu'il avait vu fonctionner eh bien, le parti communiste d'Union soviétique qui tenait évidemment l'ensemble des commandes. Alors, le statut de la fonction publique français, en 1946 et puis après, dans les années 1980, a consacré l'abandon des dispositions antisémites et racistes qu'il y avait dans le texte de 1941, a autorisé les fonctionnaires à beaucoup de liberté d'expression, beaucoup de liberté syndicale, mais à garder la colonne vertébrale, c'est-à-dire la volonté de tenir l'ensemble des Français. Donc il y a aujourd'hui 6 millions de fonctionnaires français. Alors avec 3 fonctions publiques, il y a la fonction publique de l'État, qui était la seule au début en 1946. Il y a la fonction publique des collectivités territoriales, qui a été donc mise en place dans les années 1980. Et puis, il y a la fonction publique hospitalière, qui a également été mise en place dans les années 1980. Alors, 6 millions de personnes sur 28 millions de personnes qui fonctionnent sous le statut de la fonction publique, avec une sécurité de l'emploi totale. Lorsque un agent, quelque part, dans une entreprise privée ou mutualiste, ne donne vraiment pas satisfaction et qu'on lui a fait des rappels à l'ordre, qu'on a tenté de le former dans bien des cas pour qu'il fasse le nécessaire, eh bien, finalement, dans le secteur public, dans le secteur privé, dans le secteur privé, quand l'agent ne fait pas l'affaire, on lui montre la porte. C'est ainsi que, dans les années 2022-2023, annuellement, dans le secteur privé, il y a eu plus de 300 000 personnes qui ont été licenciées de leurs entreprises pour des raisons autres qu'économiques, des raisons d'insuffisance professionnelle.
Alors, le statut de la fonction publique prévoit également des sanctions pour insuffisance professionnelle. Il y a un article, je ne me rappelle plus lequel, je vous laisse le soin de chercher, qui prévoit de sanctionner les agents qui font preuve d'insuffisance professionnelle. Mais est-ce que cet article concernant l'insuffisance professionnelle est appliqué? En réalité, il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Chaque année, vous avez 30 ou 40 fonctionnaires qui sont exclus de la fonction publique pour insuffisance professionnelle. Mais comme vous le savez, il faut vraiment qu'ils aient tué père et mère pour qu'on les mette à la porte. Et c'est là un problème, parce que est-ce que dans un monde où la compétition internationale est générale, on peut facilement fonctionner avec dans un pays des agents qui représentent à peu près 25% de la population active et qui fonctionnent sans être véritablement responsabilisés. Nous sentons bien qu'il y a là un problème, et un problème sur lequel il faudra réfléchir et sur lequel il faudra agir. Mais surtout qu'on voit que beaucoup d'entre nous sont mécontents du fonctionnement du service public. Par exemple, le fonctionnement du transport à la Martinique, en ce moment même, est un fonctionnement tout à fait mauvais, tout à fait désastreux, si on est tout à fait sincère. C'est un fonctionnement qui a conduit il y a quelques années à la mort du petit Mehdi à Rivière-Pilote, un enfant de 3 ans et demi qu'on a oublié dans un car de transport scolaire. Et malgré ça, est-ce que vous entendez parler de sanctions qui ont été prises par les uns, pour les uns, sur les uns ou les autres? Les tribunaux s'en sont mêlés. À ce moment-là, il y a eu des sanctions. Mais sur le plan de la hiérarchie administrative, vous n'avez pas entendu parler de sanctions. Comme quand la cathédrale Notre-Dame de Paris a brûlé, il y a eu des problèmes de carence en termes de sécurité. Vous n'avez pas entendu parler de sanctions. Ça veut dire qu'il y a un grand nombre de personnes dont les comportements conduisent à des catastrophes et qui ne sont jamais sanctionnés. Il y a là quand même un problème. Alors si seulement les administrés étaient mécontents, je dirais, bon, les administrants, les fonctionnaires sont contents, tout va bien. Mais en réalité, on a les 3 éléments qui signent l'échec d'un système. Vous avez le mécontentement des administrés. Vous avez le mécontentement des administrants. Beaucoup de fonctionnaires sont mécontents et on les comprend très bien. La sécurité de l'emploi ne suffit pas à faire le bonheur d'un homme responsable ou d'une femme responsable. Il faut que le contenu du travail soit satisfaisant. Il faut que les conditions, les relations avec la hiérarchie, ce soit satisfaisant. Il faut que les rémunérations soient satisfaisantes. Or, vous savez bien qu'on a de plus en plus de mal à recruter des fonctionnaires. On recrute des enseignants avec des notes moyennes de 5 ou 6 sur 20 dans la manière qu'ils doivent enseigner. Les enseignés le savent, les élèves le savent. Et donc, ils ne respectent pas suffisamment leurs enseignants. Et puis, vous avez le 3e élément d'insatisfaction, qui est l'insuffisance toujours mise en avant des moyens, c'est-à-dire les budgets qui ne peuvent pas suivre l'inefficacité de l'organisation du secteur public. Il y a fort peu d'administrations qui ne se plaignent pas d'une insuffisance budgétaire. Donc, il y a là quelque chose à faire. Quand vous avez ces 3 éléments, ça veut dire que le système est mauvais, qu'il est pourri, qu'il ne faut pas le garder. Alors, que faire? C'est ça le problème qu'il faut aborder ensemble, puisque c'est notre thème, hein, comment faire? Eh bien, il faut faire évoluer les choses. D'abord, dans un premier temps, il faut faire un bilan annuel. Dans le secteur privé, on fait un bilan. Toute entreprise est obligée par la loi de faire un bilan. Et si vous ne faites pas le bilan, si vous ne le déposez pas au greffe du tribunal de commerce, eh bien, vous pouvez être sanctionné d'une amende. Eh bien, pourquoi, dans le secteur public, il n'y a pas cette obligation de rendre compte? Pourquoi le maire
pourquoi l'Espace Sud, la CACEM, Cap Nord ne publie pas chaque année un rapport d'activité de ce qui a été réussi et de ce qui n'a pas été réussi. Pourquoi les cadres de catégorie A, par exemple, de la fonction publique, qui ont une équipe à leur disposition, qui ont des résultats à obtenir, pourquoi les agents, les cadres de la fonction publique ne font-ils pas chaque année un rapport d'activité? Dans le secteur privé, quand vous faites de l'audit, par exemple, vous êtes obligé de faire un rapport hebdomadaire d'activité, parce que c'est sur la base de ce que vous avez fait heure par heure que la société d'audit peut facturer son client en fonction de ce que vous coûtez par heure. Vous pouvez compter 1000 euros, coûter 1000 euros, 500 euros, 200 euros, c'est en fonction de ce que vous coûtez, donc il faut qu'on sache combien vous avez passé d'heures à faire la tâche qui vous a été affectée. Et puis, il y a l'unification du régime du salariat. Il n'y a aucune raison pour qu'il y ait des salariés qui ne savent pas le matin combien ils vont gagner le soir, ou des entreprises qui ne savent pas le matin combien elles vont gagner le soir. À Fort-de-France, il y a des commerces, il reste 3 jours sans ouvrir le tiroir caisse. Et puis donc de l'autre côté, des gens qui savent à 22 ou 23 ans combien ils vont gagner jusqu'à la fin de leur vie. C'est une inégalité majeure, et je ne parle même pas des problèmes de majoration de rémunération. Donc il faut uniformiser progressivement. On ne doit pas le faire du jour au lendemain. Il faut que tous ceux qui ont choisi d'entrer dans la fonction publique parce qu'il y a un statut de la fonction publique et leur choix doit être respecté, il faut que tout cela puisse finir leur carrière sous le statut de la fonction publique. C'est ça la justice, c'est ça le droit, c'est ça la morale. Mais il faut que tous les nouveaux recrutés soient recrutés comme tout le monde, c'est-à-dire dans le cadre du statut du droit du travail. Et au fur et à mesure, on aura une égalisation des conditions sociales. Alors ça, c'est un autre changement qu'il faut introduire. Nous tous, nous pouvons avoir des idées, mais chacun doit alimenter ses propres idées, des idées de l'autre. C'est la raison pour laquelle je me permets, dans cette émission, de vous suggérer des idées. Vous avez le droit et le devoir de les critiquer. Mais si vous constatez comme moi que ça ne va pas, eh bien, il ne faut pas se contenter de dire que ça ne va pas. Il faut trouver des modalités de changement. Parmi les problèmes qui créent difficultés dans les établissements d'enseignement, il y a la loi Jospin de 1989 qui tend à considérer sur le même niveau les enseignants et les élèves. L'élève est considéré comme un partenaire de l'enseignant. Il signe un contrat, et bien il est entendu que chacun fait le maximum. Mais comme on a décidé de mettre l'élève au centre du système, eh bien beaucoup d'élèves considèrent que leur parole vaut la parole du maître. Les mentalités sont le résultat de lois très précises, de même que le mépris du travail dans lequel nous nous trouvons en Martinique comme dans l'Hexagone, cela vient largement de la création du RMI qui élimine le donnant-donnant, le contre-don, et qui donne la possibilité à des gens de 35 ans, 40 ans de ne rien faire de leur vie. Non seulement c'est inadmissible pour ceux qui se lèvent tous les matins pour aller travailler, mais c'est également inadmissible pour la personne qui profite de ça. C'est très grave quant à la dignité de l'être humain que de le considérer comme quelqu'un qui peut recevoir sans jamais rien donner, qu'on réfléchisse à cette dimension-là des choses. Alors, il y a un autre problème sur lequel il faut réfléchir, et ça aussi, c'est une action. Est-ce que vous connaissez un secteur d'activité dont s'occupe l'État et où tout le monde est content? Administré, administrant et budget. Il y en a fort peu. Et je prends les deux grands secteurs dont s'occupe l'État en dehors de ce qu'on appelle le régalien. Eh bien, l'éducation nationale et la santé sont des secteurs dont l'État devrait cesser de s'occuper. Il ne cesse de créer des difficultés dans l'éducation nationale, comme pour la santé.
Il faut que l'État arrête de s'occuper de ces deux secteurs et le confie au secteur mutualiste ou au secteur privé, par exemple, dans le cadre de délégations de services publics. Comme ça, les choses ont des chances d'évoluer. Il faut que l'État se regroupe, se remette avec une compétence accrue et des moyens accrus pour la police, pour la justice, pour la gendarmerie, pour la sécurité des uns et des autres, mais que tout le monde ne soit pas redevable de l'État, alors qu'il est le président de la République, peut intervenir dans la vie de chacun d'entre nous. Où est la liberté individuelle, où est le respect de l'être humain dans ce dispositif-là? Il faut le changer. Et qu'on ne dise pas qu'il ne faut pas laisser la santé, qu'il ne faut pas laisser l'éducation dans les mains du profit. Non, il y a des tas d'établissements de santé mutualistes ou privés qui fonctionnent très bien. Il y a des tas d'établissements d'éducation, de formation du secteur privé ou mutualiste qui fonctionnent très bien. Et la France a cette particularité d'avoir dans tous les secteurs aussi bien des pôles d'excellence que des océans de médiocrité. Il faut voir ce qui se passe dans les pôles d'excellence et puis le faire rejaillir, enfin le dupliquer dans les océans d'insuffisance et de médiocrité qui subsistent également en France. Telles sont les quelques réflexions qu'on peut mener, mais vous comprenez bien qu'il faut changer, il faut bouger. La France ne peut pas rester dans l'état où elle est parce que c'est votre sécurité au quotidien. Une balle perdue au niveau de Sainte-Thérèse ou de Châteauboeuf ou de Sainte-Marie, peu importe. Une balle perdue peut tuer, peut vous tuer, peut me tuer, peut tuer n'importe qui alors que nous ne sommes pas là pour ça. Nos enfants, nos petits-enfants peuvent être les victimes des narcotrafiquants qui envisagent de se présenter aux élections politiques et qui veulent tout le pouvoir. La Martinique est déjà largement sous l'influence de narcotrafiquants aidés par des élus. Il faut avoir la lucidité et le courage de le dire. Il faut donc que vous bougiez et que vous preniez vos responsabilités. C'est parce que si nous avons des élus incapables, depuis tant d'années, de régler, depuis plus de 50 ans, de régler des problèmes évidents, vous, électeurs, moi, électeur, nous portons notre part de responsabilité. Alors, il y a des élections municipales qui s'annoncent au mois de mars prochain. Après, il y aura des élections présidentielles. Après, il y aura des élections à la CTM. Eh bien, à vous de participer par votre participation à ces campagnes électorales à un changement dont vous êtes absolument capable et dont vous êtes responsable pour vous-même, pour vos enfants, pour vos petits-enfants et pour cette Martinique que vous aimez, que j'aime et que nous aimons tous. Merci de votre écoute et bonne fin de journée ou de soirée. À bientôt.